Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité au Tchad, tension à quelques mois de l'élection présidentielle. Le premier tour est en effet prévu le 10 avril et l'opposition accuse le pouvoir de truquer le fichier électoral. Elle appelle au dialogue politique. Réunion à Abidjan en Côte d'Ivoire pour se pencher sur la question de la mobilité des talents entre États africains. Les experts sont en effet conscients que l'intégration régionale est un véritable facteur de croissance pour le continent africain. Et puis le CHAN se poursuit toujours au Rwanda. 2 matchs au programme de cette journée de dimanche avec le groupe A Maroc-Rwanda et Côte d'Ivoire-Gabon. Nous ferons le point à la fin de cette édition. Mais tout d'abord, l'élection présidentielle sur l'archipel semi-autonome de Tanzanie-Zanzibar avait été annulée, rappelons-le, pour irrégularité. La commission électorale de Zanzibar avait en effet identifié des irrégularités, notamment des électeurs ayant voté plusieurs fois. Un nouveau scrutin présidentiel sera donc réorganisé sur l'archipel. Il doit avoir lieu le 20 mars. Au Tchad, alors que le pays se prépare pour l'élection présidentielle du 10 avril, le fichier électoral fait toujours polémique. La coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution a dénoncé la distribution de cartes électorales biométriques sans leur kit de contrôle. Elle soupçonne le pouvoir, dont le président Idriss Déby Itno est candidat, de truquer volontairement le fichier électoral. Le chef de l'opposition, Saleh Kebzabo, a appelé au dialogue politique. Ibrahima Diomaba. Au Tchad, la fiabilité du fichier électoral fait débat. L'opposition accuse le pouvoir de vouloir installer un système de fraude électorale. La coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution dénonce la délivrance des cartes électorales sans kit de contrôle électronique. Saleh Kebzabo de l'opposition invite les autorités à respecter la charte électronique qui sous-tend le fichier électoral. Si on a fait un recensement biométrique, il faut accepter tout ce qui s'ensuit. Il y a un kit qui est une sorte de tablette dans le bureau de vote qui identifie un électeur. Vous venez avec votre carte, vous mettez votre doigt, la carte vous appartient, l'appareil le dit. Et l'appareil confirme aussi que c'est votre bureau de vote. Tout comme le même kit de recensement prévoit aussi un kit à la distribution des cartes d'électeurs pour que chacun soit reconnu comme étant le véritable détenteur de la carte, que c'est bien lui qui a été recensé. La société civile, de son côté, invite la commission électorale à bien planifier la distribution des cartes d'électeurs. Le Conseil national de l'éthique et de la citoyenneté au Tchad incite les citoyens à aller massivement retirer leurs cartes. Le parti au pouvoir estime que le fichier électoral est fiable et conforme au code électoral. La majorité prépare l'investiture de son candidat, le président Idriss Déby Itno. En tout état de cause, le chronogramme est fait suite à la fin du recensement électoral biométrique. Il est tout à fait conforme aussi au code électoral qui a été adopté. En tant que majorité, en tant que membre du parti du président Idriss Déby, nous avons organisé des pré-congrès. Donc, ces pré-congrès sont organisés en prélude du congrès du 6 février prochain qui va investir un candidat. Les 24 pré-congrès ont recommandé au prochain congrès d'investir le président Idriss Déby Itno. Parce que nous souhaitons qu'il continue à parachever et à avoir des ambitions encore plus fortes pour le Tchad. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public le calendrier électoral samedi 23 janvier à N'Djamena, la capitale. Les candidatures seront reçues à la CENI du 10 au 29 février 2016. L'investiture du président sortant, Idriss Déby Itno, est prévue le 6 février par son parti, le Mouvement patriotique du salut. Le scrutin présidentiel est prévu pour le 10 avril 2016 et le second tour le 9 mai 2016. Et dans le reste de l'actualité au Niger, les électeurs ont commencé à retirer leurs cartes dans le cadre des élections présidentielles et législatives du 21 février. Il a été rappelé à tous les Nigériens en âge de voter de retirer leurs cartes très rapidement, car contrairement aux autres scrutins, il ne sera pas possible de le faire le jour du vote. Rappelons par ailleurs que la fiabilité du fichier électoral au Niger ne fait quant à lui plus polémique dans le pays. Suite à un audit, l'Organisation internationale de la francophonie en a en effet confirmé la fiabilité.
Et les foyers de révolte couvent encore en Tunisie. L'un d'eux se trouve à Kasserine, dans le centre du pays, une zone défavorisée où les disparités sociales ne font qu'exacerber le sentiment d'exclusion. La contestation est telle dans cette ville que les autorités ont décrété un couvre-feu sur l'ensemble du territoire. Une réunion extraordinaire a d'ailleurs été convoquée ce samedi par le pouvoir. Ibrahima Dioumaba. Après plusieurs jours de contestation sociale ponctués par des affrontements entre les forces de sécurité et la jeunesse de certaines régions défavorisées, le gouvernement tunisien appelle à la patience. Samedi 23 janvier, le Premier ministre a tenu une réunion de crise avec son équipe, sans toutefois annoncer des mesures face aux revendications sociales, notamment la question du chômage des jeunes. La situation touche la jeunesse. Or, si un pays, si un peuple ne s'occupe pas de sa jeunesse, il se condamne lui-même. Malheureusement, les gouvernements démocratiquement élus sont incompétents du point de vue économique. Ils ne se sont pas du tout occupés de l'économie. Et puis il y a un seul chiffre à rappeler, le taux de croissance de la Tunisie frôle le 0% si ce n'est pas négatif maintenant. Donc si on ne crée pas de richesse nationale, on ne crée pas d'emploi. Les manifestations ont pris naissance à Kasserine, ville du centre-ouest de la Tunisie. Les autorités ont décrété un couvre-feu pour contenir les manifestants. Les solutions existent, mais il faut un peu de patience et d'optimisme, a reconnu le Premier ministre tunisien à sa sortie du Conseil des ministres exceptionnel. Pour les observateurs, il est urgent de relancer l'économie en répondant aux besoins de la jeunesse. Il faut calmer la fièvre, mais il faut aussi préparer ce qu'il faut faire après. La gestion budgétaire est absolument nulle. L'exécutif dans l'appareil d'État n'est pas en train de faire son travail du côté économique. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe d'un jeu politicard entre partis. Mais ils oublient que la majorité, c'est la jeunesse dans ce pays qui n'est pas représentée, qui est malheureuse. Il faut tout de suite relancer les projets d'investissement dans les régions défavorisées. Dans le fief de la contestation, le couvre-feu a été respecté entre vendredi 22 et samedi 23 janvier 2015. Mais les jeunes restent mobilisés. Plusieurs centaines de diplômés chômeurs occupent toujours le gouvernorat de Kasserine. Leurs revendications sont légitimes, a assuré le président tunisien Bézi Caïd Essebsi. La Tunisie a été le point de départ en 2011 de la révolution dite du printemps arabe, qui avait emporté plusieurs régimes dans les pays du Maghreb, dont celui de l'ancien président Ben Ali. L'intégration régionale, un véritable facteur de développement pour le continent africain, et les échanges commerciaux ne sont pas les seuls leviers de cette intégration. Les États réfléchissent en effet de plus en plus à la manière de faire circuler librement les talents de chaque pays, une façon d'échanger expertise et connaissances pour une Afrique dynamique et unie. Oumou Kelsomba. L'intégration africaine, facteur de développement. Selon le rapport du Conseil économique et social de l'ONU, intitulé « État de l'intégration régionale en Afrique », entre 2000 et 2010, le continent africain a enregistré des taux annuels de croissance économique de plus de 4%. Sur le long terme, les analystes estiment que le continent pourrait atteindre une croissance à 2 chiffres en dynamisant la mobilité des ressources humaines entre États. La mobilité des talents peut être un levier important pour l'intégration africaine, un levier important, un outil indispensable aussi pour la croissance économique, pour la compétitivité de nos économies. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que de plus en plus de jeunes ont acquis une solide formation. Il faut que nous changions d'approche et que nous changions de logiciel, parce qu'on ne peut plus se barricader dans ces frontières nationales. Il faut viser plus loin. L'enrichissement mutuel des expériences professionnelles entre pays africains est l'objectif que se sont fixés les dirigeants africains. Pour la mise en œuvre de cette stratégie régionale d'intégration, il est important, selon les experts, d'associer la société civile et le secteur privé. Il s'agit pour nous d'associer dans ce groupe de travail les membres de la société civile. Il s'agit d'associer dans ce groupe de travail les personnes ressources. Nous avons également invité les membres de la société civile. Nous avons invité le secteur privé
et tous les ministères, en tout cas la plupart des ministères concernés par la mobilité des talents sont présents. La libre circulation des personnes, des biens et des services contribue à la croissance économique de l'Afrique. L'accord entre le marché commun de l'Afrique orientale et l'Afrique australe, COMESA, a été signé en juin 2015. Les négociations sur la zone continentale de libre-échange ont été officiellement lancées également en juin 2015. Elles devront se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2017. Et 11e édition de la Tropicale Amissa Bongo et le cycliste français Adrien Petit de l'équipe Direct Énergie a fait tomber le maillot jaune des épaules de l'Érythréen Tesfam Okuba-Mariam en remportant ce samedi à Libreville la 6e étape pour eux sur un circuit du contre-la-montre de 4 km dans le classement général. Il devance désormais Andrea Palini de 12 secondes et puis l'Érythréen Tesfam Okuba-Mariam, l'éphémère maillot jaune de la 5e étape, se trouve quant à lui à 20 secondes du leader. 7e et dernière étape longue de 132 km ce dimanche entre le Cap Estarias et la capitale Libreville. Et toujours du sport avec du football, cette fois-ci avec le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2016 qui bat son plein au Rwanda. Dans le groupe D, la Zambie a validé sa qualification pour les quarts de finale après sa victoire sur l'Ouganda. C'était ce samedi 1-0, vainqueur du Zimbabwe 1-0 également. Le Mali est en ballottage favorable mais ne devra pas perdre lors de la 3e journée. Ce dimanche, c'est le groupe A qui revient en scène avec au programme de la journée Maroc-Rwanda, pays hôte Rwanda qui a battu le Maroc 1-0 et puis Côte d'Ivoire-Gabon, un match qui va se dérouler au cours de cette journée. Décryptage avec Willy Ndong, journaliste sportif. Concernant le match Gabon-Côte d'Ivoire, c'est un match véritablement couperet pour le Gabon qui n'est plus maître de son destin. Cette équipe n'a plus de cartes en main parce qu'avec un petit point glané en 2 rencontres, ça va être extrêmement difficile face à la Côte d'Ivoire. D'autant plus que de l'autre côté, on a un Maroc-Rwanda. Le Rwanda s'est qualifié. Le Maroc peut également se qualifier en cas de victoire, comme elle peut également être éliminée. Mais ça va véritablement être difficile pour le Gabon qui n'a pas produit grand-chose en termes de qualité de jeu au cours des 2 premiers matchs avec un petit but marqué contre du but encaissé. Ça va être difficile. Elle a le dos au mur, cette équipe des Panthères du Gabon. Un petit coucou à l'équipe de RDC qui est véritablement favorite de cette édition avec l'ossature du tout-puissant Mazembe qui a remporté la Ligue des Champions. C'est une équipe qui déroule. C'est une équipe avec qui il faudra compter au cours de cette compétition. Je ne serais pas surpris de voir cette formation de RDC remporter pour la 2e fois de son histoire la compétition. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.